Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie du webinaire sur le dimensionnement parasismique des structures dans Axis VM. Pour la première partie, je vous avais montré comment faire l'analyse oscillatoire et comment entrer les charges sismiques. Et maintenant, pour cette deuxième partie, je vais vous montrer comment faire l'évaluation des résultats, comment lire les résultats et aussi comment faire votre dimensionnement des refonds en béton armé sous charge sismique. Je me présente, je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar, s'ouvre alors une fenêtre et vous pouvez entrer votre question ici en bas à droite. Je reprends exactement le même bâtiment, le même modèle que j'avais pris pour la première partie du webinaire. C'est un bâtiment en maçonnerie et en béton. Tout d'abord, alors j'ai déjà fait les calculs au préalable. Maintenant, je vais changer la vue pour pouvoir visualiser les résultats. Ici, je me mets en forme fil de fer et vous voyez peut-être que pour chaque étage, Axis, il m'a calculé le centre de rigidité et le centre de masse. Je vais juste désactiver les résultats, comme ça on peut mieux voir. Donc ici, ce sont ces points rouges et noirs. Rouge, c'est le centre de cisaillement et le noir, c'est le centre de masse. Ce centre de cisaillement et de masse sont calculés automatiquement si au moment des charges, la définition des charges sismiques, la reconnaissance des étages a été activée. Alors maintenant, je retrouve... Tout d'abord, je peux désactiver aussi la visibilité de ces centres de gravité et de masse. Ça se situe en bas à gauche, près des petites lunettes. Et là, sous annotation, je peux ici choisir de ne plus afficher ces deux centres si ça me dérange au niveau de la lecture des résultats. Donc vous voyez ici, je valide et je vois plus ces centres qui ont été calculés pour chaque étage. Je vais alors maintenant dans le tableau ici, en haut à gauche. Et tout en bas, j'ai une option, un tableau qui s'appelle sensibilité sismique des étages. Et ce tableau, il me donne des informations très précieuses. D'un côté, il me donne les coordonnées des centres de cisaillement et le centre de gravité pour chaque étage, tel que je l'ai vu tout à l'heure dans mon modèle. Après, il me donne aussi la charge horizontale totale. Ici, vous voyez VTOT, donc c'est la charge de cisaillement pour chaque étage. C'est ici, vous voyez la charge cumulée, c'est-à-dire que si je veux avoir la charge pour un étage donné, il faut que je fasse la différence entre ces deux valeurs. Axis me donne aussi ici la valeur PTOT, le poids propre total au-dessus de l'étage, donc c'est de nouveau le poids propre cumulé pour chaque étage. Pareil, ici, si je veux avoir le poids propre pour un étage donné, il faut que je fasse la différence entre la valeur que je veux l'étage et la valeur pour l'étage d'au-dessus. Ici, dans ce tableau, j'ai encore ici le rapport VTOT-PTOT, des charges horizontales sur les charges verticales. Et ce rapport sera utilisé pour calculer ici le déplacement maximum entre les étages, en anglais Interstory Drift. En chaque direction et pour chaque étage, je retrouve ces valeurs dans ce tableau. Une autre valeur résultat qui est utile pour le calcul sismique, c'est ici le facteur, le coefficient de sensibilité sismique, θ. C'est un facteur qui est donné dans l'Eurocode et qui prend en compte, qui essaie de quantifier l'influence des deuxièmes ordres sur le calcul. Et selon l'Eurocode, si ce facteur il est plus petit que 0,1, l'Eurocode dit qu'on peut négliger les effets du second ordre, donc c'est le cas ici. Si ce facteur est entre 0,1 et 0,2, il faut augmenter les charges pour le dimensionnement. Je vous montrerai après dans les dialogues du béton armé où est-ce que je peux augmenter ces charges, entre guillemets. Donc c'est pour, entre guillemets, compenser le fait qu'il y ait les effets de second ordre, donc on augmente un peu les charges pour dimensionner les éléments. Et si ce θ il est plus grand que 0,2, alors on ne peut pas faire d'analyse non linéaire et donc on ne peut pas faire d'analyse avec la méthode du spectre de réponse. Je rappelle que la méthode du spectre de réponse qui est implémentée dans Axis VM, c'est une méthode linéaire. Ce n'est donc pas possible de combiner
par exemple, des charges de la méthode du spectre de réponse avec une analyse non linéaire. Ce n'est pas cohérent. Voilà. Ça serait tout pour ce tableau-là. Et je vais vous montrer maintenant les résultats qu'on a fait, les comparaisons de résultats entre la méthode du spectre de réponse et la méthode des charges de remplacement. Ici, vous voyez les résultats pour la méthode des forces de remplacement. On obtient un VTOT, donc en bas, tout en bas, la force de cisaillement, tout en bas du bâtiment au niveau de la zone d'encastrement de 4500. Et pour la méthode du spectre de réponse, on a quelque chose de l'ordre de 2800 dans les deux directions, X et Y. Vous voyez ici sur le graphique à gauche, on voit à droite, enfin l'axe horizontal c'est la force horizontale V, la force de cisaillement, et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est la hauteur par étage. Vous voyez chaque case c'est pour un autre étage, et on voit ici le bleu c'est pour la méthode des forces de remplacement, et les orange et rouge c'est pour la méthode du spectre de réponse. Et on voit que ici, surtout dans cette zone là, entre 9 et 12 mètres, il y a une grande différence des résultats, et que dans ce cas-là, ici, la méthode des forces de remplacement surestime les charges, surdimensionne en fait, si on utilisait cette valeur-là pour le dimensionnement. La raison pour ces grandes différences, c'est que la méthode des forces de remplacement, elle est seulement adaptée pour des cas très simples et particuliers, et que ce bâtiment-là, il est trop complexe pour que les charges soient approximées avec la méthode des forces de remplacement. Une autre raison aussi, c'est que la méthode des forces de remplacement est une méthode qui considère uniquement un seul mode, le mode fondamental, ici qu'on voit en bleu sur le spectre de réponse, alors que la méthode du spectre de réponse, elle prend plusieurs modes, et donc c'est plus précis. Je retourne ici dans mon modèle. Et je vais maintenant vous montrer les résultats de l'analyse sismique. Globalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre les résultats de l'analyse statique et les résultats de l'analyse sismique, vu que les charges sismiques, après avoir été trouvées, entre guillemets, par Axis, ils sont traités comme des charges statiques. Néanmoins, je vais vous montrer quelques particularités. Tout d'abord, je vais vous montrer le déplacement EX, ici. Je vais juste changer la visualisation. Déplacement en X du bâtiment, et je vais afficher en isosurface 2D. Donc ici, c'est les résultats de ma combinaison, les résultats de mon calcul sismique. Et je vois ici que, par exemple, ici, à ce point-là, j'ai un déplacement horizontal de 0,2 mm. Vous remarquez peut-être que la combinaison de charges qui est déterminante, qui est donnée par Axis, c'est le G et le Q, donc c'est que des charges statiques, ce qui semble un peu étrange pour un calcul sismique, parce qu'on pourrait s'attendre au fait à ce que pour l'analyse sismique, ça soit le déplacement horizontal en X soit causé par une combinaison qui contient du sismique. La raison pour cela, c'est que selon la norme, le cas de charge sismique, enfin le cas sismique, le cas séisme, c'est un cas de charge accidentel, et du coup c'est pas pris en compte dans l'ELS. C'est pas à l'état de limite de service, mais c'est à l'état de limite ultime. Et donc ici pour l'ELS, pour l'ELS, donc l'ELS c'est ce qui est utilisé pour déterminer les déplacements maximum. Et si je vais ici sur paramètres d'affichage, je vois que en laissant les paramètres automatiques, Axis il prend l'ELS quasi permanent parce qu'on est à l'état limite de service pour calculer les déplacements, et les charges sismiques ne sont pas contenues là-dedans parce qu'il ne s'agit pas d'un état de service. Maintenant, si je veux quand même voir les déplacements, les déformations sur charge sismique, je peux ici changer sur personnaliser et ici sélectionner ELU sismique. Dans ce cas-là, Axis il va me prendre aussi toutes les combinaisons sismiques pour déterminer le déplacement horizontal maximal. Je valide et je vois que les résultats ont changé. Je suis maintenant à 6,5 mm. Ici, au même point, je suis à 6 mm, donc c'est considérablement plus grand. Et ça serait les déformations qu'on aurait sous une charge sismique.
Les déplacements sous charge sismique, pour cette procédure que je viens de faire, c'est uniquement pour si je veux, voir les déplacements du sismique. Sinon, pour les autres cas, je peux laisser les valeurs qui sont été données par défaut. Si maintenant je choisis un effort interne surfacique, pardon, NY, un effort interne surfacique, par défaut, ici, si je laisse sur automatique, il va me prendre en compte tous les ULS pour déterminer la force maximale. C'est juste quand je suis sur un déplacement qui va prendre les ELS de manière automatique. Je vais laisser l'ELU sismique. Et vous voyez, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, lui, il a déjà tout calculé à l'interne. Donc, je ne dois pas refaire les calculs quand je change les paramètres d'affichage. C'est uniquement au niveau de l'affichage des paramètres. Pardon, je retourne sur automatique et j'affiche mes NY. Et ici maintenant, alors pour chaque nœud de maillage qu'il a, donc ici c'est mon maillage, pour chaque nœud de maillage, ici sous critique minimum et maximum axis, il va prendre les résultats de toutes les combinaisons qu'il a générées et il va me donner la valeur maximale ou minimale pour chaque nœud de maillage. Ce qui fait que parfois intuitivement, que les résultats sont pas très intuitifs parce que des nœuds de maillage différents les résultats de nœuds de maillage différents peuvent provenir de combinaisons différentes et du coup c'est pas forcément toujours ce à quoi on s'attend de manière intuitive. Par exemple ici tout en bas, si je clique ici sur un nœud, il va me montrer la combinaison qui a été déterminante pour trouver cette valeur, donc c'est la valeur minimale. Donc ici on regarde pour la dimensionner à la compression. Donc ici vous voyez, hein, j'ai le cas de charge G, ER4-, donc c'est pour le sismique, le charge sismique et la charge variable Q. Les trois cas, donc la combinaison déterminante est faite à partir d'un cas de charge sismique. Par contre, ici vers le haut, j'ai pas de charge sismique qui a été déterminante pour mon dimensionnement. C'est-à-dire que déjà de 1, on peut avoir des nœuds de maillage, dans le cas extrême, on peut avoir sur le même domaine, on peut avoir des résultats qui proviennent de charges, des résultats déterminants qui proviennent de cas de charge ou de combinaisons de charges différents, simplement parce que Axis cherche vraiment la valeur déterminante. Et de 2, on peut très bien avoir, même en faisant un dimensionnement sismique, on peut avoir des points, des nœuds qui sont où c'est le cas de charge statique qui est déterminant. Maintenant, si je veux analyser un mur ou une paroi plus en détail, ces résultats sont peut-être moins pratiques pour la lecture des résultats. Je vais maintenant vous montrer comment on travaille avec les segments de section et les poutres virtuelles pour analyser un côté ou une façade spécifique. Donc je vais choisir ce côté ici. Hop, j'affiche seulement ce côté-là. Tac, tac, tac. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, comment lire les résultats à partir de ce que je vois ici. C'est un peu difficile de trouver quelle valeur il faut pour le dimensionnement. Maintenant, ce que je vais faire, la première chose, c'est de poser des segments de section, donc faire des coupes en fait à travers les murs et à travers de chaque mur. En bas de chaque mur, j'ai posé un segment de section qui va me permettre de lire directement les résultats à cet endroit-là. Et avec ces résultats, je pourrais alors démentionner les connexions, par exemple entre les murs et la dalle, ou lire les résultats, voir comment les charges vont du haut vers le bas. Le moyen classique est de le faire ici avec la fonction ici à gauche, ligne de section. Moi, je vais vous montrer comment le faire avec notre application qu'on a développée il y a quelques mois. Donc ici, c'est sous Plugins. Vous trouverez poutre virtuelle et segment de section. Et alors, maintenant, je suis dans Mur. Et en gros, cette application, elle va me poser automatiquement des segments de section ici, avec ces paramètres-là, des segments de section à 15 cm du bas du mur. Donc j'ai pas besoin de faire tous les segments de section automatiquement. Ça m'économise du temps et de l'énergie. Alors je vais d'abord sélectionner les murs que je veux utiliser. Voilà, j'ai sélectionné et je vais lancer. Et en quelques secondes, hop, tac, 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 il m'a posé ces segments de section. En haut, maintenant dans l'affichage des résultats, je vais lui dire d'afficher les lignes de section.
Et vous voyez ici qu'en bas de chaque mur, en fait, il m'a posé un segment de section. Donc ici, c'est le SEV130, c'est le numéro du segment de section, c'est son nom, SEV89, etc. Je peux même agrandir un peu ici pour que vous voyez mieux. Donc c'est le diagramme. Je peux aussi faire afficher les résultats. Voilà, donc j'ai les valeurs ici à chaque maximum et minimum. Donc c'est vraiment une coupe ici spécifique pour les efforts normaux NY dans les murs. Ici, vous voyez qu'il me donne aussi la résultante. S'il n'y a pas de changement de signe, il me fait en fait l'intégrale sur toute la largeur du mur. Donc ça ici, c'est au total une force de moins 44. Moins 440, pardon. Moins 440 qui va descendre dans le mur d'en dessous. Tous ces segments de section, je peux les retrouver ici à gauche en segment de section, et je peux ici changer le mode d'affichage et par exemple lui dire d'afficher la valeur moyenne, par exemple. Voilà, je retrouve tout ça ici. Un autre outil qui est très important pour l'évaluation des résultats et qui est très agréable pour lire les résultats, c'est la poutre virtuelle. Pareil comme le segment de section, la manière classique est de le faire ici à gauche. Et la manière, je dirais, plus efficace, plus rapide, c'est de passer de nouveau par notre application poutre virtuelle et segment de section. Et là, de nouveau, je suis dans les murs, mais je vais aller dans poutre virtuelle et je vais lui dire de créer automatiquement une poutre virtuelle pour chaque mur. Je sélectionne les murs que je veux, donc je prends toute la façade et c'est parti. Et voilà, hop, en moins d'une seconde, il m'a fait ses poutres virtuelles. Qu'est-ce qu'une poutre virtuelle? En fait, une poutre virtuelle, c'est un outil qui permet d'intégrer, en fait, il intègre les résultats sur toute la largeur du domaine. C'est-à-dire que ici, vous voyez, la poutre virtuelle, elle est ici au milieu. Il va intégrer les résultats sur toute la largeur pour donner les résultats sur représentation d'une forme poutre, en fait. C'est un outil qui est très pratique pour voir, premièrement, la répartition des efforts dans le bâtiment, et aussi dans le contexte du sismique, de voir comment les charges sismiques sont transmises d'un étage à l'autre. Alors, maintenant, je vais changer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Pardon, je suis allée trop vite. De nouveau, comme pour les segments de section, je retrouve toutes mes poutres virtuelles ici à gauche, dans la liste des poutres virtuelles. Ici, il y a 6 poutres virtuelles qui ont été créées. Et de nouveau, ici, je peux ajuster les paramètres pour chaque poutre virtuelle séparément par la suite, évidemment. Peut-être vous avez vu, ici en bas, les poutres virtuelles sont un peu définies de manière folklorique. Je vais donc juste ajuster ça pour avoir une poutre virtuelle droite. Alors, c'est le 5. Vous voyez, ça s'affiche ici. Je vais la supprimer. Et la poutre virtuelle numéro 6, je vais la modifier et je vais prendre voilà, cette petite partie de domaine aussi, comme ça maintenant j'ai un axe vertical. Un autre avantage aussi de l'application que je viens de vous montrer, c'est que il détermine automatiquement, toujours pour les murs, il détermine l'axe de la poutre virtuelle à la verticale. Donc ça économise aussi du temps. Donc ça c'est pratique. Voilà. Sinon, il faudrait ajuster ici. S'il ne faisait pas automatiquement, je pourrais choisir un autre vecteur de référence. Voilà, ici dans mon application, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous le dis, je peux aussi poser des segments de section sur le pourtour des dalles et ainsi aussi directement lire les résultats pour mon dimensionnement. Alors, j'ai fini avec ça. Et maintenant, je vais lire les résultats de la poutre virtuelle. Donc c'est un petit chapitre pour soi. Ici, on a d'abord la déformation de la poutre virtuelle. C'est nouveau depuis la version X4. Donc, non. Isolé. Bon, allez, je reste avec diagramme. Et je vois ici qu'il il me fait le diagramme pour le diagramme pour la déformation pour chaque poutre virtuelle. En fait, il prend une section correspondante à l'interne pour faire ses calculs. Et ici, le deuxième, c'est l'effort interne de la poutre virtuelle. Donc ici, par exemple, NX, pardon, je vais afficher comme ça. Donc NX et X, tous ces petits X, Y, Z, ça se réfère au système de coordonnées local de la poutre virtuelle.
Et là, vous voyez, par exemple, ici, c'est la force normale, hein, l'effort normal qui va du haut vers le bas. Et maintenant, je peux voir les résultats. En fait, c'est la résultante des efforts qui vont dans le mur. J'ai encore VY, donc c'est les efforts tranchants dans la direction Y. Vous voyez ici, hein, le système de coordonnées Y, c'est l'horizontale. Après, je vais vous montrer une dernière option. C'est l'option de la bande virtuelle. Ça se trouve aussi ici à gauche, dans poutre virtuelle. C'est juste en dessous, bande virtuelle, et je vais dire nouvelle bande virtuelle. Je valide. Et alors, je vais définir par exemple une bande de là à là, et je veux qu'il m'intègre en fait les résultats juste sur une certaine partie du domaine. Donc par exemple, si je veux juste entre les deux fenêtres, je peux lui dire de prendre, je peux lui donner la largeur et il va juste intégrer les résultats entre ces deux-là. Alors que la poutre virtuelle, elle prend par définition tout le domaine. Et ça, c'est aussi une option qui est importante aussi pour les ponts, si vous voulez intégrer des résultats dans les ponts. Donc ici, je donne la largeur de ma bande. Et je valide. Voilà. Et donc là, il me fait, vous avez déjà vu, il a ajusté. Il me fait une... Voilà. Il me fait l'effort normal sur la largeur de cette bande. Voilà, un outil très pratique aussi. Alors, j'enlève l'effaçage. Donc ça, c'était pour ce qui est l'évaluation des résultats et la lecture des résultats. Maintenant, je vais passer sur la deuxième partie du webinaire qui est sur le dimensionnement des éléments d'un mur en béton armé, des éléments en béton armé. Il y a deux grands moyens de faire. Le premier, si on a un facteur de ductilité plus petit que 2, donc un facteur Q plus petit que 2, on fait un dimensionnement non ductile. Et donc on fait l'analyse statique linéaire comme on fait l'analyse linéaire, on fait exactement le même processus comme pour l'analyse statique linéaire sans charge sismique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va aller dans études béton armé, je vais afficher l'entièreté de mon modèle, voilà, et je vais vous montrer en fait les murs de parois de la cage d'escalier. Donc la cage d'escalier, le noyau il est ici, la cage d'escalier. Je vais sélectionner juste les murs là dont j'ai besoin. Hop, 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 voilà. Donc c'est ces murs-là que je vais dimensionner. Alors je vous ai dit maintenant, ce que je vous montre maintenant, c'est du dimensionnement non ductile. Donc je fais comme si c'était une analyse statique classique, entre guillemets. Je vais ici dans mes paramètres d'armature, je sélectionne tous les domaines que je veux armer. Et après, je donne mes paramètres d'armature surfacique. Donc je choisis les matériaux, etc. Ici, c'est ce que je vous disais avant par rapport à ce θ pour les sensibilités sismiques. Si j'ai un θ entre 0,1 et 0,2, il faut prendre en compte les effets du second ordre d'une certaine manière. Et la norme, l'Eurocode, propose ici d'augmenter par exemple le facteur. Donc je peux prendre 1,5, donc ça veut dire que les charges seront augmentées de 1,5 pour faire le dimensionnement. Après, pour l'armature, je calcule avec l'épaisseur actuelle, je rentre ici les armatures que je veux utiliser. Et les autres, je vais laisser. Et je valide. Et voilà, il me donne, pour les murs, en fait, il me donne l'armature AXB. Donc, tous ces résultats d'armature, ils se réfèrent au système de coordonnées locales de mes murs. Donc ici, le X, c'est l'armature horizontale. Donc toutes les armatures horizontales sont les armatures en X et les armatures verticales sont les armatures en Y. B, c'est bottom et T, c'est pour top. Et ça, c'est par rapport au système de coordonnées Z. Donc les Z ici, ils pointent dans ce sens-là. Ça veut dire que le B, ça va être l'armature de ce côté-là, avec le Z négatif entre guillemets. Et le AXT, ça va être avec le Z positif. Et comme ça, en fait, Axis, il me donne directement les armatures pour mes 4 couches que j'ai à mettre dans mon mur. Si maintenant, je veux faire un dimensionnement ductile, c'est-à-dire que je prends un facteur de ductilité Q supérieur à 2, je peux
plus utiliser cette méthode et je ne peux pas le faire directement dans Axis VM dans cette interface-là, mais je peux le faire à travers notre application qu'on a développée spécialement pour ça. C'est l'application que vous trouvez sous Plugins. Ici, dimensionnement des refends parasismiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait cette application? Tout d'abord, je vais juste changer la vue ici pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc ici, de nouveau, ici, je vais maintenant dimensionner mes murs du noyau, enfin les murs en béton du noyau, avec la méthode en capacité, le dimensionnement en capacité. Donc c'est une méthode non ductile. Pour cela, j'utilise les résultats de l'analyse linéaire, statique linéaire que j'ai faite tout à l'heure sous statique. C'est juste pour dimensionner les refends, j'utilise la méthode, une méthode non ductile, la méthode en capacité. Je vais donc d'abord définir mon niveau d'encastrement, qui vaut 0, et je charge les murs. Tac, 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 il m'a trouvé tous mes murs. Par mur, en fait, c'est les refends parasismiques qui vont du haut vers le bas. Donc, il va me les montrer ici directement. Il faut juste que je change la vue. Donc voilà, il va me montrer ici à chaque fois le mur, ce qu'il appelle mur 1, c'est le mur ici. C'est les murs parasismiques qui vont de haut en bas. Et à chaque fois, il me donne le nom exact, le numéro des domaines qui le comportent. Voilà. Alors le mur de la cage d'escalier, c'est le mur 5. Je l'avais repéré avant. Le mur 5, donc vous voyez ici, hein, c'est le mur que j'avais dimensionné tout à l'heure. Et donc j'ai ces 6 domaines qui sont contenus dans ce mur. Ici, je peux aussi, par exemple, supprimer un mur si je veux justement dimensionner un. Moi, je vais laisser comme ça et je vais cliquer sur OK. Donc là, pendant ça, il lit maintenant tous les efforts internes dans le modèle. Maintenant, il me demande, voulez-vous appliquer la méthode du dimensionnement en capacité? Oui. Vous voyez, si je dis non, ça sera dimensionné en mode avec la méthode élastique. Alors maintenant, comment ça se passe? Pour chaque série de murs, en fait, je vais devoir rentrer les paramètres pour faire le dimensionnement en capacité. Donc ici, j'ai le mur 5, c'est celui que je voulais utiliser. Et voilà, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et maintenant, il s'agit de remplir tout ça. Alors, quand je clique sur dimensionner mur, il me dit, s'il vous plaît, vous êtes obligé de rentrer les paramètres obligatoires. Donc là, ce qui me manque, c'est les paramètres dans le mur de fondation. Le mur de fondation qui se situe en dessous de la zone plastique. Pardon, j'ai oublié de vous montrer la zone plastique. C'est la zone ici, donc c'est la zone du bas. Donc c'est au-dessus du niveau d'encastrement. C'est la zone du bas, la zone plastique qui va se déformer plastiquement pour permettre au bâtiment de reprendre, de travailler en plasticité. Et toute la partie au-dessus, ça va être dimensionné en élastique. Donc quand on parle de zone plastique, c'est la zone plastique là. J'ai la possibilité de faire des vérifications dans le cas où j'ai un mur de fondation, donc encore un mur en dessous. Et dans ce cas-là, il y a des vérifications à faire en plus, que je peux ici rentrer ici. Soit je remplis ces valeurs manuellement, soit je peux sélectionner mon mur de fondation directement dans Axis. Donc, dans ce cas-là, ça serait le mur ici en dessous, ce que je ne vais pas faire maintenant, ou sinon je désactive le dimensionnement du mur de fondation. C'est ce que je vais laisser pour l'instant. Je retourne à ma zone plastique, donc dans ma zone du bas, pour le dimensionnement de ma zone du bas. Et maintenant, en cliquant sur dimensionner mur, hop, il va donner des valeurs. Tout ce qui est vert, c'est que c'est bon, donc on est content. Et tout ce qui est rouge, c'est que c'est trop élevé. S'il y avait du bleu, il n'y a pas là maintenant, mais s'il y avait du bleu, ça veut dire que c'est trop bas, trop inférieur, ouais, trop bas. Et le rouge, c'est trop élevé. Donc il faut que je m'arrange maintenant pour garantir la ductilité de la courbure, ou ici stabiliser l'armature longitudinale. Donc je dois, ici pour garantir la ductilité, la courbure, je dois ajuster l'armature sur les bords de mon mur. J'ai ici à droite le petit schéma. Et ici, je vais ajuster, je vais augmenter, je vais mettre 12, et je vais réduire l'espacement. Et tac, voilà, j'ai déjà résolu la première chose. Et maintenant, pour le deuxième, ici, je vais réduire l'espacement pour garantir la stabilité. 50, et ici, je peux réduire aussi.
Voilà, tout est vert, on est content. Mais maintenant, je viens de voir que le cas de charge ici, c'est le cas de charge permanent pour lequel je viens de dimensionner mon mur. Bien sûr, nous, on est en cas de charge sismique, donc il faut prendre une valeur limite. Hein. C'est ce qui correspond au critique min-max ici qu'on lit dans les diagrammes. Et je vais prendre l'effort interne max M, donc c'est le moment maximal. Et vous voyez, bien sûr, voilà, vous voyez que les résultats, les valeurs ont changé, les valeurs de dimensionnement. Et ici, ma résistance au cisaillement n'est pas vérifiée. L'effort tranchant dû au fait que maintenant, on a pris en compte aussi les paramètres d'action sismique. Alors, je vais ici augmenter d'abord... Ah pardon, j'ai oublié de vous dire, ici on voit la résistance de l'armature, ici la valeur de la résistance de l'armature et la valeur de la bielle de compression, et on voit ici que c'est la bielle de compression qui est défaillante. Donc il faut maintenant que j'augmente que je trouve un moyen d'augmenter la résistance de cette bielle de compression. La première chose, c'est d'augmenter ici l'épaisseur du mur. Et là, je vois, donc je vous disais tout à l'heure en bleu, que mon taux d'armature n'atteint pas le taux d'armature minimal. Donc ici, je vais réduire à 150. Voilà, donc maintenant je suis contente. Je vous ai montré comment un peu les procédures à faire. Et maintenant, il faudrait encore faire la même chose pour tout. Il faut regarder chaque effort interne avec sa valeur limite et ajuster les paramètres jusqu'à ce que toutes les vérifications soient satisfaites. Donc voilà, c'est bon, je peux fermer. Et maintenant, je vois que dans l'autre dialogue, il a pour mon mur... Ah, j'ai oublié de faire l'élastique. Je vais le faire tout de suite. Voilà, donc voilà, c'est pratique. J'ai fait la zone plastique, donc les tâches du bas, et j'ai oublié de faire l'élastique. Donc je vais recliquer dessus et je vais aller dans la zone élastique. Là, pareil, les valeurs en rouge, ce sont les valeurs qui sont trop élevées. Donc ça, c'est les valeurs de calcul qui sont trop élevées par rapport à la résistance. Donc il suffit d'ajuster l'armature ici pour satisfaire ces conditions. Alors 6, 14, 150. Voilà, ça change en vert, trop cool. Ici 4, 14, 250. Si je vais passer à 12, donc ça c'est bon pour les moments. Donc j'ai changé l'armature sur les bords pour que ça soit plus efficace. Hein. J'aurais pu aussi mettre l'armature au milieu, mais ça serait été moins efficace pour les moments. Maintenant pour l'effort tranchant, je vais augmenter le diamètre de l'armature d'effort tranchant. Hop. Et là c'est pas encore assez, je vais encore réduire. Et voilà, tout est vert, donc c'est tout bon. Donc maintenant, si je ferme, voilà, il me dit que c'est tout bon pour la partie plastique, la partie élastique, et la fondation du mur, elle est en gris parce que j'ai décidé de la désactiver, qu'elle ne doit pas être dimensionnée. Donc maintenant, je peux générer mon rapport. Je vais vous montrer à quoi ressemble le rapport pour un mur. Établir rapport. Je choisis l'imprimante que je veux avoir. Je prends ici PDF et en quelques secondes, tac, j'ai mon rapport, mon super rapport, qui documente en fait tout ce que j'ai rentré, tout ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il donne la norme, tac, 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 pour le mur donné, en fait, il donne les diagrammes, ce qu'il a fait, et il donne toutes les vérifications qui sont requises par la norme, et il donne aussi les références dans la norme, pour chaque étape. Donc, pas 1, pas 2, pas 3, etc. Voilà. J'espère vous avoir convaincu avec cette application pour le dimensionnement en capacité. On est déjà arrivé à la fin de ce webinaire et j'en profite pour vous inviter au prochain webinaire qui sera sur le thème du dimensionnement en acier, des structures en acier dans Axis VM, et ce webinaire aura lieu le mardi 29 mai à 14h15. Bien sûr, nous restons à votre disposition pour des questions sous l'adresse email donnée ci-dessous ou par téléphone. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Bonne journée, au revoir.